Bonjour, c'est Farhad Safezi de l'Institut ELSA à Zurich en Suisse et je vous donne aujourd'hui une mise à jour du Keratocon 2020. Voici mes intérêts financiers. Et lorsqu'on regarde le cross-linking, on sait qu'aujourd'hui on parle d'un standard global avec la marque FDA, CE, environ 200 000 procédures faites globalement chaque année. Et si vous regardez des pays qui ont des registres centraux pour les kératoplasties comme les Pays-Bas, le Canada, les Royaumes-Unis, vous verrez que depuis l'introduction du cross-linking, le nombre de transplantations cornéennes a chuté d'environ 50%. Ceci est bien sûr très bien à voir, mais de l'autre côté, on sait que dans la vie quotidienne, nous sommes souvent face à des cornées qui ont besoin de nous, mais qui sont trop fines pour un cross-linking standard. Alors la question est, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un cross-linking dans une cornée qui a une épaisseur stromale de, disons, 240 microns? Si on revisite les fameux 400 micromètres de stroma de limite, elles ont été établies par Sperl et Wollensak et Zeiler en 1998 grâce au protocole de Dresden qui combine 3 milliwatts par centimètre carré avec 30 minutes d'irradiation avec une profondeur de traitement d'environ 350 micromètres. En plus, une petite marge de sécurité et voici, vous arrivez à ces fameux 400 micromètres qui d'ailleurs forment aussi la ligne de démarcation, cette fameuse ligne qui a été décrite la première fois en 2006 par Zeiler et Hafezi. Et vous voyez, l'histologie et la ligne de démarcation, ça va très bien l'une sur l'autre. Maintenant, quelles étaient les mesures qui ont été prises pour traiter des cornées qui sont quand même plus fines que 400 micromètres? Aujourd'hui, il y a 3 techniques. La première technique est le gonflement de la cornée. C'est la solution hypoosmolaire qui a été établie par notre groupe à Zurich et publiée en 2009. Et c'est probablement la méthode qui est utilisée le plus au monde. La deuxième méthode est le cross-linking en utilisant une lentille de contact. Et la troisième méthode vient de Cosimo Mazzotta qui dit pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas des îlots avec épithélium sur les points les plus fins de la cornée. Toutes ces 3 méthodes sont en utilisation clinique, mais toutes ces 3 méthodes ont aussi des désavantages cliniques. Si vous regardez notre méthode, le gonflement de la cornée, c'est basé sur un gradient osmotique et ça marche bien en général. L'augmentation biomécanique est aussi très bonne. Le gros problème est que quelques cornées gonflent énormément, tandis que d'autres cornées ne gonflent pratiquement pas. Alors vous êtes toujours face à une certaine incertitude durant le traitement. Est-ce que mon traitement va me permettre à gonfler la cornée, oui ou non? La deuxième méthode, celle de Susan Jacob, a un autre désavantage majeur. Si vous posez une lentille de contact, vous allez diminuer l'efficacité du cross-linking de 30%. Nous l'avons démontré en 2015 déjà dans une étude laboratoire et ça a été aussi prouvé par Wollensak en 2019. Alors, la lentille de contact, elle vous bloque l'oxygène, même s'il a un coefficient de diffusion assez élevé, elle vous bloque un certain nombre de molécules d'oxygène et l'efficacité, elle chute. Et la troisième méthode par Cosimo Mazzotta, elle est rarement utilisée parce qu'elle vous fait une sorte de mélange entre épi-on et épi-off. Alors si vous regardez, si vous mettez ensemble un résumé de ce qu'on fait aujourd'hui, lorsqu'on est face à une cornée qui, disons, a une épaisseur stromale de 400 micromètres, vous faites un traitement standard jusqu'à 350 micromètres avec une marge de sécurité pour protéger l'endothélium. Vous êtes dans une zone qui est sûre. Maintenant, si la cornée est trop fine, vous risquez d'endommager l'endothélium. Alors, avec les méthodes que je viens de décrire,
avec le gonflement ou la mise en place d'une lentille de contact, vous augmentez l'épaisseur de la cornée. Si vous regardez maintenant quels sont les facteurs qu'on peut modifier théoriquement pour guider la profondeur d'un traitement cross-linking, c'est d'un côté l'épaisseur, comme on le fait depuis une dizaine d'années. On gonfle la cornée, on met une lentille de contact. Théoriquement, vous pourriez aussi y passer par modification de la concentration de la riboflavine. Nous utilisons tous une riboflavine 0,1%. Mais si vous passez sur 0,2%, il y a plus de molécules riboflavine dans la cornée antérieure, donc un effet plus superficiel. Alors théoriquement, vous pourriez avoir toute une gamme de riboflavines différentes, 0,1, 0,12, 0,14%, etc., pour guider la profondeur d'un traitement. Mais pratiquement, ça ne fait pas de sens. Ça vous fait comme tout un stock de consignation de riboflavine. Ce n'est pas faisable. En fait, le plus rusé serait de modifier l'irradiation totale. Lorsque vous utilisez moins d'irradiation, vous allez moins profondément. Et ça, c'est ce qu'on appelle « keep it simple ». Et sur ce principe est basé notre protocole SAP 400, sous 400. Donc, au lieu de traiter jusqu'à 350 micromètres, nous adaptons la profondeur du traitement à l'épaisseur individuelle du patient en modifiant le temps total d'irradiation. Maintenant, ceci n'est pas une théorie, ceci a été d'abord publié il y a 3 ans dans sa théorie avec un algorithme et ensuite nous avons commencé notre protocole dans une étude prospective monocentrique chez nous avec presque 50 yeux, avec un suivi d'1 année. Et la cornée la plus fine que nous avons traitée avait 2214 microns de stroma. Les résultats sont très, très encourageants. D'un côté, nous arrivons à stabiliser le kératocone, mais c'est le taux de stabilisation. Presque 90% de ces patients ont été stabilisés, qui est extrêmement haut. Je ne me suis pas attendu à un taux tellement haut, vu qu'on est dans des cornées ultra fines. Tout ce travail a été soumis il y a plusieurs mois. On attend à chaque jour maintenant la publication du papier. Une fois que le papier est publié, vous pouvez l'utiliser avec toutes sortes de machines cross-linking, mais dans le cas de notre CI device, le cross-linking à la lampe à fente, le protocole entier est déjà intégré dans la machine, ce qui vous rend la vie extrêmement facile. Vous pouvez tout de suite entrer l'épaisseur minimale du crosslink juste avant l'irradiation et après faire le traitement. Une question que j'entends souvent: est-ce que ça vaut la peine de stabiliser des cornées avec une épaisseur de 200? Quelle est la vision de ces patients? Je veux juste vous rappeler que les lentilles sclérales modernes ont une capacité d'augmenter la vision qui est absolument extraordinaire. Même dans ce cas-là, avec une épaisseur résiduelle d'un peu plus qu'une centaine de microns de stroma, le reste est compensation épithéliale, et même avec une cicatrice centrale, l'acuité visuelle peut tout de même monter à 0,6 avec une lentille sclérale. Un dernier mot, il y a aussi un autre papier publié par mon ami, le professeur Mazzotta, qui a aussi un protocole qui s'appelle le protocole M pour les cornées fines. Quelle est la différence entre son protocole M et notre protocole sous 400? En fait, notre protocole a été établi dès le début, complètement de nouveau, et vous pouvez faire tous les traitements de toutes les épaisseurs avec une seule approche EPI-OFF, même avec une lampe ancienne de 3 mW ou de 9 mW. Tandis que le protocole M est une accumulation, est une collection de tous les protocoles qui ont été publiés jusqu'à maintenant et qui font des traitements de profondeur différentes. Alors donc, le protocole MD pour une profondeur de traitement de 250 microns, prenez
le protocole pulsé de 12 minutes, 57 minutes avec 7,2 joules d'irradiation. Il vous faut donc un appareil très sophistiqué qui peut faire tous les traitements possibles pour établir le protocole M. Tandis que le protocole sous 400 est toujours soit 3, soit 9 milliwatts parce qu'on voulait donner la possibilité à tout le monde à traiter des cornées ultra fines. Alors en conclusion, le futur des cornées fines et le cross-linking qu'on appelle individualisé, c'est pas un cross-linking, c'est un cross-linking individualisé et non pas un customized. Customized est plutôt plus d'énergie dans le centre sur le kératocone que dans la périphérie. Vous pouvez faire des traitements jusqu'à 220 microns de stroma. Ça fait bien sûr que du sens lorsque vous avez une vision qui est encore satisfaisante pour le patient. Et avec notre protocole, vous pouvez faire ce traitement avec toute technologie cross-linking existante. Le deuxième sujet est le frottement des yeux. J'ai choisi ce sujet parce qu'en fait, tout le monde y parle, surtout dans les médias sociaux, mais il y a très très peu de recherches solides qui ont été faites. Alors, il y a 2 ans, je me suis dit, si personne ne fait la recherche, nous devons la faire. C'est ce qu'on a commencé à faire. On a fait 2 étapes de recherche. La première étape était plutôt facile. On s'est dit, essayons de voir avec quelle force frottent les patients qui ont un kératocone. Vous savez bien qu'il y a plusieurs modes de frottement, soit avec le doigt, soit avec l'os du doigt. Et ceci peut être mesuré et on a publié les données très récemment. Voici le code QR si vous êtes intéressé à lire ce papier. Excusez-moi. En fait, ici, on a établi avec quelle force frotte un patient qui a un kératocone. Pourquoi est-ce que c'était important? C'était important parce que dans une deuxième étape, et cette étape nous a pris 2 ans, on a construit une machine qui frotte les yeux. Voici cette fameuse machine. Et cette machine peut simuler les frottements, la rapidité du frottement et avec une précision d'1 centième de Newton, la force avec laquelle frotte un patient kératocone. Et voici la machine en action. Elle frotte avec une force bien définie. Et ce qu'on a calculé, on a dans les tests laboratoires frotté 10 500 fois. Pourquoi 10 500 fois? Parce que ça correspond à 1 année de frottement, 3 fois par jour, 10 frottements chaque fois. Et donc, on a fait ces 10 500 mouvements et après, on a pris cette cornée et on a mesuré la biomécanique. Et bien sûr, on s'est attendu à une très forte diminution de la mécanique. On s'est dit, après 10 500 frottements, la cornée doit être très, très molle. Et à notre plus grande surprise, pas de différence envers les contrôles qui n'ont pas eu de frottement. Pas de changement du tout de la biomécanique. Maintenant, il faut savoir que nous avons fait ça dans un modèle qu'on appelle ex vivo. Ce sont des yeux morts. Mais ce qu'on a pu démontrer, c'est que le stress purement biomécanique ne rend pas la cornée plus fragile. Ça doit être l'inflammation qui est provoquée par le frottement continu qui le fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en conclusion, que le frottement des yeux est probablement un trigger, mais pas la cause du kératocone. Et bien sûr, comme médecin, je dis à tous mes patients, évitez le frottement des yeux. Mais soyez un peu plus relax si le patient est devant vous et il se touche l'œil une fois et fait un gentil frottement, c'est probablement moins imminent dangereux qu'on a pensé jusqu'à maintenant. Et sachez qu'on va continuer à investiguer le frottement des yeux dans les mois et années suivantes. Alors, cette histoire à poursuivre. Merci pour votre attention.